Je suis donc Marie Berthoumieux, je suis dans le jargon d'Arte chargée de programmes web. Pour vous faire juste un petit panorama, Arte, c'est à la fois Arte GUE à Strasbourg, Arte Deutschland en Allemagne, avec une répartition des personnes qui travaillent pour Arte au sein des différentes antennes régionales et au siège allemand qui est à Baden-Baden. Et moi, je suis à Arte France, donc à l'inverse de l'Allemagne où les gens sont répartis, travaillant pour Arte d'une façon régionalisée et suivant l'organisation politique du pays et qui est très décentralisée. En France, on est un pays centralisé, donc Arte France, on est 200, 250 à Paris, près du milieu des producteurs parisiens et des grands studios où on enregistre beaucoup d'émissions. Donc je suis chargée de programme web, je fais partie de la direction du développement numérique d'Arte, qui est dirigée par Gilles Fressigné, et je travaille au sein de l'équipe des productions web, qui est, elle, dirigée par Marianne Lévy-Leblond, que sûrement certains d'entre vous connaissent. Donc on fait au sein de ce petit département de production web une vingtaine de productions par an, à la fois des unitaires. Bon, le genre web documentaire nous a fait connaître, mais on fait aussi des séries web, aussi quelques productions en réalité virtuelle, quelques jeux vidéo, des programmes courts et également des petits magazines récurrents, par exemple Blow Up, Beats ou bien tous les internets en font partie. Donc dans ces vingtaines de productions annuelles, on est 4 chargés de programme à s'occuper de ces développements et de ces productions. On se répartit les projets les uns après les autres. Et donc on travaille sur des champs très très diversifiés, ne serait-ce qu'en termes de thématiques, puisqu'on peut passer d'un sujet politique international à un jeu vidéo plus grand public, à une série de fiction. Et donc on travaille aussi sur des formes très différentes, donc la réalité virtuelle, les jeux vidéo, ce qui demande du coup de s'approprier un peu les nouvelles technologies, de se former un peu sur le tas aussi à des nouvelles façons de produire. Donc c'est un métier vraiment passionnant. Et donc je suis ravie d'être là aujourd'hui pour vous raconter un petit peu un état des lieux en fait, de la production web d'Arte, effectivement ces derniers mois, les réflexions en cours et puis ce qui va nous guider en tout cas pour l'année à venir. Je ne vais peut-être pas aller au-delà de l'année à venir parce que ça change tellement vite. Et je suis bien placée pour en parler puisque j'étais en congé maternité pendant 10 mois cette année. Et donc il a suffi d'une petite période d'évasion en dehors d'Arte pour me rendre compte à mon retour que il fallait se remettre à jour. Il y a des choses qui avancent très vite, des modes de fonctionnement qui remettent les modes de production habituels en péril. Et donc, il faut de suite se réadapter. Et ça va vraiment très, très vite à l'échelle de 6 mois. On est obligé de se réadapter. Donc, je commencerai tout d'abord par évoquer ce qu'on appelle, dans notre jargon, la plateformisation des contenus. Alors, c'est pas très sexy de l'aborder de cette façon-là, mais c'est une réalité. Depuis plusieurs années déjà, on avait entrepris, pour rentrer en contact avec le public d'Arte, de non seulement publier tout ce qui était contenu vidéo, évidemment, sur le site d'Arte, au sein des différentes plateformes que vous pouvez voir, notamment ici sur cette page web. Donc, il y a Arte Info, Arte Futur pour tout ce qui touche à la science, Arte Créative qui est assez connu comme label, donc c'est culture pop, culture geek, et Arte Concert et Arte Cinéma. Donc au sein de ces différentes plateformes, on poste régulièrement des contenus vidéo, que ce soit des séries web ou des magazines, etc. Mais on s'était bien rendu compte que c'était assez limité et qu'il fallait aller aussi à la rencontre du public directement, ce qui faisait qu'on mettait évidemment nos contenus vidéo sur YouTube, Dailymotion, certaines fois aussi sur les réseaux sociaux directement, puisque Facebook a développé son player, Twitter également. Donc, c'était une façon de démultiplier les sources d'audience potentielles. Seulement, en fait, je pense que vous êtes sûrement au courant, mais l'évolution des choses a fait que les gens maintenant sont majoritairement connectés à Internet sur leur smartphone et tablette, plus que sur desktop et ordinateur. Et donc, du coup, ça a changé vraiment quelque chose pour nous, puisque si on est majoritairement connecté à Internet sur un smartphone, on utilise du coup à peu près, je ne sais pas, ce serait une question intéressante que vous pourriez vous poser, combien d'applis vous utilisez par jour? Et en général, c'est 5, 6, 7 grand maximum. Donc c'est encore plus difficile d'aller à la rencontre du public sur un smartphone. Donc il faut directement se glisser sur les réseaux sociaux pour rencontrer le public.
Et donc, on a poussé la réflexion un peu plus loin sur un programme donc, qui s'appelle Tous les Internets, qui est un programme dédié à l'information, on va dire, qui en fait permet en fait d'évoquer à travers l'interview par Skype d'une personne à l'autre bout du monde une problématique locale, un engagement militant souvent de cette personne et qui utilise le web pour faire parler et passer ses idées. Donc, je prends un exemple, Arasmap, par exemple, c'est une expérience de cartographie du harcèlement sexuel au Caire qui a été mise en œuvre par une ONG qui propose aux gens de géolocaliser quand ils sont victimes, enfin, c'est surtout les femmes, d'un cas de harcèlement sexuel pour faire savoir où ça s'est passé, dans quel contexte. Et comme ça, en multipliant les géolocalisations de ces phénomènes, l'ONG peut derrière aller faire des missions sur le terrain de prévention du harcèlement sexuel. Donc on a interviewé la personne qui a mis en place cette cartographie, par exemple. Et donc, chaque semaine, sur tous les internets, on fait parler comme ça quelqu'un à l'autre bout de la planète qui nous explique comment il s'empare de Facebook, d'une appli qu'il a créée, de Twitter, d'un hashtag qu'il a mis sur Twitter, etc., pour faire connaître sa cause. Alors, ce programme, spécifiquement, on s'est attelé à le moderniser. Donc, je commencerai par vous montrer des maquettes qui datent d'il y a 2 ans. D'il y a 2 ans, c'était le début du programme. Alors, on était sur une stratégie tout desktop. On était parti sur une option de vidéo enrichie et augmentée. Donc, quand on lançait la vidéo, donc je vous montre des maquettes puisque le site est débranché et n'est plus en ligne. Donc, on voit un player classique, des petits bullet points tout le long de la lecture du player. Et de temps en temps, il y avait du contenu additionnel qui popait sur la vidéo. C'est super, c'est génial, mais ça se consomme uniquement sur un ordinateur. Et justement, comme je vous l'ai expliqué, les gens allant de moins en moins sur des sites et étant de moins en moins disponibles sur ordinateur pour rencontrer ce genre de contenu, on a dû revoir complètement la scénographie de ce programme. Donc on a décidé de débrancher le site. C'était un acte volontaire un peu fort qu'on a entrepris à la rentrée. On a décidé du coup de le mettre dans un template maison d'Arte, donc en l'occurrence celui des pages d'Arte Info. Et donc là on a une simple page internet, vous allez voir, avec un embed d'une vidéo. Et comme il a fallu se réadapter, il a fallu également, du coup, tout ce qui était contenu additionnel qui popait en contenu additionnel sur cette vidéo, on l'a intégré donc en motion design, en animation dans la vidéo, si bien que maintenant cette vidéo peut être embeddée n'importe où et consommée n'importe où avec le contenu additionnel intégré à l'intérieur. Alors bien sûr, il y a moins d'interactivité puisque c'est juste de l'animation, si je puis dire, mais au moins ça a le mérite d'être vu et lu et consommé sur n'importe quel support. Donc on a fait une version qui est, vous voyez, donc à l'horizontale, en 16/9. Donc ça, c'est ce qu'on propose de façon un peu plus orientée pour être vu sur ordinateur. Et on a été un peu plus loin dans la réflexion, puisqu'on a lu aussi également cet été que Facebook favorisait la remontée des vidéos qui étaient au format vertical, donc adaptées évidemment aux écrans mobiles. Et donc on s'est dit, on va essayer de capitaliser sur le fait que l'algorithme va nous favoriser la remontée de nos contenus verticaux. Et donc chaque semaine, en parallèle du montage 16/9, qui dure 3 minutes, on fait un montage plus resserré d'1 minute 30 qu'on met en ligne sur Facebook. Ça donne ça, je vous montre un exemple. Évidemment, c'est moins élégant de le voir sur un écran comme celui-là. On préconise le dialogue social, négociation collective, plutôt que la révolution. On ne fait pas franchement, moi-même, je ne préconise pas la révolution en Chine. Je ne suis plus révolutionnaire. Très peu de gens savent des conditions de travail et conditions de vie de ouvriers chinois. Surtout, on parle très peu de mouvements ouvriers en Chine. Donc, voilà, on fondait cette association d'abord au début pour sensibiliser le monde entier qu'est-ce qui se passe en Chine, la situation sociale en Chine. Tous les
je vais m'arrêter là. C'est un exemple d'un montage vertical. Ça demande de réorganiser le contenu sur une interface qui est différente du format 16/9. C'est un gros travail pour l'équipe, à la fois de remontage, de motion design, de réadapter tout le motion design pour un format donc complètement différent. Je vous montre aussi la même déclinaison. C'est exactement la même vidéo sur Twitter. Ça donne ça. Donc chaque semaine, on poste ces vidéos et puis on est allé un peu plus loin. On s'est dit, bon voilà, ça marche à la verticale. C'était un pari qu'on a fait en septembre. On a complètement bidouillé ça avec l'équipe de production qui est première ligne. Je ne l'ai pas mentionné, mais c'est aussi eux qui font Cache Investigation. Ils ont cette force de frappe sur tout ce qui est investigation et sur ces sujets qui sont assez proches de tous les internets. Et donc du coup, on s'est lancé depuis juste avant les vacances de Noël sur une diffusion des épisodes aussi sur Snapchat. Donc on redécoupe nos petites vidéos verticales en boucle de 10 secondes pour être lues sur Snapchat. Et alors, les statistiques sont évidemment complètement balbutiantes, mais ça marche relativement bien, en tout cas comme expérience. Donc voilà, c'est un nouveau champ qu'on explore pour un programme, un retravail, une réadaptation du contenu dédié à chaque plateforme pour rencontrer le public de la façon la plus optimale possible. Et le résultat, pour l'instant, est plus ou concluant. On a vraiment vu nos vues augmenter considérablement depuis qu'on met en ligne les épisodes sur Facebook, notamment à la verticale. Donc probablement, on est bien galvanisé par cet algorithme qui favorise la remontée des vidéos verticales. Donc voilà, ça c'est un premier exemple. Deuxième exemple que j'aborderai avec vous, c'est l'exemple de Hors-jeu, qui est un programme donc, qui est sorti au printemps dernier, juste avant l'UEFA. Et du coup, donc c'est un web documentaire, j'allais dire, classique à la base. L'idée, c'était de faire une enquête. Alors, on retrouve David Dufresne, Upian, rien de très surprenant dans le genre. Et en même temps, on a voulu s'amuser à un peu, justement, retrouver, redévelopper les codes du genre. Alors, là, j'ai un petit bug sur ma page. On s'est dit, en fait, dès le début, même constat, les gens vont de moins en moins sur un site web. Comment faire venir, comment faire rencontrer nos contenus, comment faire en sorte que le public rencontre nos contenus. Et donc, on s'est dit, plutôt que de faire une longue enquête web documentaire avec des heures d'interview bien organisées sur une page web, on s'est lancé dès le départ dans le pari de faire une sorte de contenu documentaire miniaturisé, donc de prendre ce sujet qui était donc un sujet d'enquête sur les dessous du football et de se dire on va essayer de faire en sorte de raconter quelque chose de façon très brève, mais de faire en sorte que l'accumulation de toutes ces petites touches documentaires nous donne à voir vraiment un grand sujet documentaire, comme si on avait vu un film d'1h30 ou une enquête d'1h30. Donc on a disséminé ce contenu documentaire derrière des cartes. Alors on a joué un peu sur les codes de la nostalgie des cartes Panini qu'on collectionnait quand on était enfant. Et donc, on s'est amusé à détourner cet objet de petite carte à collectionner. Et derrière chaque carte, on a donc glissé un contenu documentaire. Tantôt, c'était une interview écrite. Tantôt, c'était une petite vidéo de maximum 2 minutes. Et on a aussi essayé de réfléchir à une façon de viraliser le projet. Et on s'est dit, bon, poussons l'idée des cartes Panini à collectionner jusqu'au bout et poussons les gens à échanger, partager ces cartes pour en obtenir plus et commencer à remplir son tableau et sa collection. Donc on a 9 tableaux. Alors je ne vais pas réussir à vous montrer, je crois, malheureusement, à moins d'essayer de relancer la page. On a 9 tableaux et derrière chacun de ces tableaux, il y a 10 cartes. Donc voilà, donc je vous montre ma collection. Chaque tableau est thématique. Derrière donc, chaque tableau, on a une dizaine de cartes. Là, il y en a 11 en l'occurrence. Et du coup, là, moi, j'ai réussi à toutes les collectionner. J'ai bien travaillé. Mais donc, on pouvait donc découvrir derrière chaque carte un petit bout d'interview qui donnait un éclairage sur le sujet. Je vous montre par exemple cette vidéo d'Emmanuelle Petit qui a beaucoup fait parler d'elle. Elle a fait plus de 277 000 vues. Elle a beaucoup circulé parce que ça a lancé une petite polémique, mais aussi parce que justement c'était disséminable intrinsèquement vu que c'était très bref, très court et surtout à partager pour continuer la collection.
ça m'interpelle. Cette réflexion-là, ça fait maintenant quelques semaines que je me dis, est-ce qu'il y a nous, en 98, est-ce qu'on a vraiment gagné la Coupe du Monde? Je me pose la question maintenant, aujourd'hui, moi. Est-ce que c'était pas un petit arrangement? J'en sais rien, moi. Nous, sur le terrain, on se défonçait. On se défonçait vraiment contre nos adversaires. On faisait tout pour gagner. On se préparait pour. Mais avec tout ce qui se passe aujourd'hui, j'en suis arrivé à me demander ça. Je me dis, à l'image de ce que j'ai vu au Mondial brésilien, le premier match Brésil-Croatie, excuse-moi. Hein? C'est un peu chelou quand même. Hein? Alors je me dis, des fois ça me fait flipper. Des fois je me dis, si je suis pas trop en train de devenir paranoïaque, est-ce que je suis pas en train de me dire, mais est-ce qu'on n'a pas été des marionnettes? On a toujours été uniquement et seulement que des marionnettes. Faites marcher l'économie et le reste, ne vous en souciez pas. Aujourd'hui, je me pose la question, est-ce qu'on a vraiment gagné la Coupe du Monde 98 Moi, je pense que oui. Hein. Ça montre un exemple. Alors là, on est encore une fois sur un ordinateur, sur desktop, mais ces contenus miniaturisés, il a fallu les adapter aussi pour le mobile. Donc ça demande de faire 2 maquettes de sites complètement différentes, de bien sûr tout recéter sur Android, sur iOS. D'ailleurs, c'est des longs process. Donc produire un documentaire comme ça, avec une miniaturisation des contenus, une dissémination et des logiques de partage complexes à imaginer, c'était aussi un énorme travail. Ça a nécessité notamment qu'on se mette à plusieurs dessus. Donc c'était un travail du Pion, évidemment, coproduit avec Arte et aussi la Bayerische Rundfunk en Allemagne. Donc c'était un gros projet. Il y a eu 400 000 cartes en circulation, plus de 400 000 cartes en circulation. Donc, il y a eu beaucoup de partage et de dévoilement des cartes. Donc ça a bien fonctionné. Autre stratégie qui est intéressante pour Arte et pour les diffuseurs en général, c'est celle des programmes courts. Alors, on a lancé il y a 3 ans un appel à programmes courts en synergie antenne web. L'idée, c'était de susciter un regain de création et d'imaginer des petites séries de programmes courts qui est un petit développement sur le web pour voir si on arrivait à créer des ponts entre l'antenne et le web. Alors, ça a plus ou moins bien fonctionné, mais on a constaté qu'à l'antenne, en tout cas, ça marchait très bien, puisque si on était un peu sur une cible vulgarisation scientifique ou bien un peu développer un propos documentaire, on arrivait à attraper le public en access prime time et à essayer de le garder avec nous pour passer la soirée sur Arte. Et sur le web, ça marche très bien, puisque c'est des vidéos qui sont relativement courtes, 3-4 minutes, donc évidemment, c'est une durée de vidéo qui se regarde bien sur Internet et qui évite qu'on zappe et qu'on parte au bout de plus de 4-5 minutes, puisque ça ne dure pas plus que ça. Alors on a lancé il y a 1 an Tu mourras moins bête. Bon, je vais peut-être pas prendre le temps de vous montrer un épisode, mais je vous invite à aller voir. C'est pour vous montrer aussi l'inspiration entre le web, antenne. C'est un programme court adapté du blog de Marion Montaigne. Donc ça reprend une initiative et une création purement web au départ, et puis c'est devenu donc une petite série d'animation de vulgarisation scientifique. Et le 16 janvier prochain, nous allons lancer Pigeons et Dragons, qu'on a en réalité déjà lancé il y a plus d'1 an, qui est en fait une production avec la Blogothèque. Il y a 1 an, en fait, on a lancé... on a fait connaître le fait qu'on allait faire cette série avec un épisode pilote et on a invité les gens, puisque cette série repose sur chaque épisode, il y a un méchant en fait, à combattre, que nos héros rencontrent. Et donc on a invité les gens à imaginer des profils de méchants. On a reçu plus de 1500 contributions, ce qui est bien, parce que quand on demande un effort créatif, en général, on n'a pas forcément beaucoup de répondants. Et là, on a eu du répondant, d'ailleurs, aussi bien côté français que côté allemand, ce qui était aussi quelque chose d'important pour nous, parce que ce n'est pas toujours le cas. Et donc, on a retenu 29 propositions pour développer du coup les 29 épisodes de la série. Là, pour le coup, j'aimerais prendre le temps de vous montrer cet épisode pilote qui pose le décor, et puis je vous invite à partir du 16 janvier à aller voir la suite.
bannissement, nos chevaliers ont organisé un énorme pot de départ. Et au petit matin, ils partent pour l'aventure. À nous la gloire! À nous la fortune! À nous le pétage de gueule! Ah! Hein? Franchement. Ah, j'ai compris, ça doit être une épreuve. Gardien, livre-nous ton énigme. C'était bien hier soir? Elle est bizarre, son énigme. Non, c'est pas une énigme, c'est Jacques-André. Vous m'avez même pas invité à votre pot de départ. Non mais je suis quoi, moi, pour vous? Ah non, là, franchement, pas grand-chose. Ah bah pas, non. C'est à cause de mon bras plus court. Ah, je le savais. Tout petit, déjà, en cours de gymnastique, mon professeur me mettait à l'écart et me disait... Bon alors, soit tu nous ouvres, soit je vais découper ta famille en morceaux. Rien à foutre de ma famille. Ok. Si vous voulez sortir de cette ville, va falloir passer par les égouts. Et alors, vous serez humilié comme moi j'ai été humilié. Tout petit, déjà, en cours de gymnastique, mon professeur me Salut mettait... Jacques-André, tu m'ouvres? Ah, salut Yves. Je t'ai pas vu au pot de départ, toi. Non, j'avais un autre truc. Allez-y les gars, je vais pas pouvoir tenir longtemps. Non les amis, je ne passerai pas en force. Je vais régler ça à l'amiable avec Jacques-André. Je crois que c'est ça mon épreuve. Aider cet homme à surmonter sa souffrance. Bon bah il a pas surmonté sa souffrance. Et pourtant j'ai découpé toute sa famille en morceaux. T'as fait ton maximum, c'est bien. Ouais, t'as raison. Attends, je pigeonne le truc. Et c'est ainsi que nos héros entamèrent leur mission vers l'inconnu. Villageois, je viens de recevoir un pigeon des chevaliers en mission. Je vous le lis. Pour réussir une épreuve, il faut parfois la contourner, surtout quand elle est dure. Eh ouais, pensez à ça les gens. Pensez à ça les gens. Donc voilà, c'est à découvrir à partir du 16 janvier. Et vous l'aurez vu, il y a un petit clin d'œil web aussi dans cette série. C'est ce petit pigeon qui reprend, qui fait un clin d'œil à Twitter en tout cas. Alors, je continue pour dire juste que ce schéma d'antenne, d'appel à projet, de programme court, antenne web, c'est un schéma qu'on s'invite en tout cas à retenter dans un futur plus ou moins proche. Donc voilà, c'est quelque chose que j'annonce. Et on ne sait pas encore quand, mais voilà, en tout cas, c'est plutôt un succès pour nous et on aime beaucoup ces formes et les créations originales que ça engendre. Je continue pour aborder un autre aspect important pour nous, c'est la question en fait, de la réalité virtuelle. Alors c'est un immense débat, tout le monde se lance, se précipite et se réjouit de toutes les créations que ça peut engendrer. Nous, en tant que diffuseurs, on avance prudemment sur ce sujet-là. En tout cas, on n'y va pas en recherchant à tout prix un effet waouh, grand spectacle qui puisse en mettre plein les yeux. Si on aborde la question de la réalité virtuelle, il faut que ça fasse sens, il faut que ça raconte quelque chose de particulier et que ça utilise cette technologie d'une façon aussi particulière. En tout cas, on souhaite, si on aborde cette thématique-là ou cette technologie-là plutôt, c'est pour essayer de faire une tentative de création qu'on n'a pas eu l'occasion de faire par le passé. Donc on a fait quelques projets, iPhilip notamment, si certains l'ont vu. On a également sorti Not Sun Blindness à l'automne, qui est un documentaire en réalité virtuelle qui en fait là explore typiquement la réalité virtuelle, je pense, comme seul Arte pourrait presque se lancer, puisque visuellement en réalité il y a pas énormément de choses à voir. Enfin, c'est très beau, mais en réalité, c'est un travail surtout sonore, d'immersion, qui reprend en fait la voix de John Hull, qui est un Anglais qui, au début des années 80, a tenu un journal de bord radiophonique dans lequel il racontait au quotidien son expérience de la perte de la vue. Et donc, on a repris ces enregistrements, qu'on a respatialisés en binaural et qu'on a donc
développer avec une expérience en réalité virtuelle de la perte de la vue ou des petites impressions qui restaient imprégnées dans sa rétine, qu'on a imaginé rester imprégnées dans sa rétine. Donc visuellement, en l'occurrence, il y a des choses très belles à voir, mais c'est pas un effet waouh, grand spectacle comme on pourrait le voir avec une réalité virtuelle dans un grand 8 par exemple. Donc nous, notre place, elle est plutôt là. Vraiment, l'effort créatif, c'est quelque chose qui est important pour nous. Et si on prend des risques sur le terrain de la réalité virtuelle, c'est pour tenter d'arriver à l'arrivée une création vraiment originale. On a aussi fait Sens, qui est l'adaptation d'un roman graphique, d'une BD, qui est un jeu en réalité virtuelle. Alors, la page a l'air de pas tout à fait bien fonctionner. Donc pareil, je vous invite à explorer ce jeu qui est en plusieurs chapitres. C'est des petites interactions fines qui se font avec le point. On avance petit à petit dans un paysage en noir et blanc et gris. C'est très beau et très, très immersif. Voilà, c'est des petites tentatives en tout cas de narration en réalité virtuelle. On ne se ferme pas la porte pour autant de la réalité virtuelle. On n'a pas d'interdit. Comme pour la réalité augmentée d'ailleurs, on n'a encore rien fait, mais ça reste une question. Et si un jour un projet arrive avec quelque chose de très créatif, qui nous séduit, on prendra peut-être le risque de faire quelque chose, mais clairement pas au-delà de 1 ou 2 projets par an pour l'instant, puisque c'est difficile de rencontrer un public sur ce terrain-là. Le jeu vidéo, donc je passe du coq à l'âne, mais pas complètement, mais le jeu vidéo, c'est aussi un secteur qui est vu comme un secteur d'avenir pour nous, ou en tout cas de développement à venir, clairement. On a en ce moment même 2 jeux en cours de développement. On repart du succès de Typewriter. Alors je vous remonte juste une image en tête pour ceux qui n'auraient pas forcément entendu parler du projet. Typewriter, donc c'était un jeu de plateforme web sur tablette et smartphone qui explorait la thématique de la typographie. J'ai pas l'image, qui explorait la thématique de la typographie, et l'idée c'était de jouer dans des univers graphiques très différents les uns des autres, qui à chaque fois s'inspiraient d'une grande typo. Il y a eu plus de 500 000 téléchargements de Typewriter, et surtout un portage qui a été effectué du jeu, donc à la base pour tablette et smartphone, je le redis, sur ordinateur, et plus récemment encore sur PlayStation. Ça a marché, donc c'est en tout cas un succès assez surprenant pour nous. On est les premiers surpris et ravis évidemment que ça ait aussi bien fonctionné. Et donc du coup, c'est ce qui nous a invités en tout cas à continuer d'explorer ce terrain-là. Clairement, la cible qu'on vise avec le jeu vidéo, c'est une cible de casual gamers, donc pas du tout des hardcore gamers. Il faut qu'on s'adresse à un public le plus large possible. Donc c'est plutôt en général des jeux pour smartphone. Et les 2 jeux en cours de développement, l'un c'est un jeu d'infiltration au tour par tour, et l'autre c'est un puzzle game. Voilà. Donc c'est des petites formes qu'on se permet d'explorer sur le terrain du jeu. Nous, notre positionnement, il est assez simple en réalité. On est Arte, donc on a quand même des moyens financiers qui nous permettent de prendre un peu plus de risques que ne pourrait le prendre un studio complètement indépendant. Donc on vient soutenir cet effort créatif, et en même temps d'aller justement vers une tentative de création d'un jeu vidéo qu'un gros studio de jeu ne prendrait pas en considération parce que potentiellement pas assez rentable ou pas assez commercial. Ou voilà. Donc notre brèche, elle est là, et on essaye de s'y faufiler et de voir ce qui s'y passe pour nous. C'est encore complètement exploratoire. Le point commun entre réalité virtuelle et jeux vidéo, c'est celui de la distribution. C'est la question de la distribution, parce que ça pose évidemment beaucoup de questions. C'est complètement différent d'une vidéo qu'on pourrait mettre en ligne sur notre site. Il faut rencontrer un public. La réalité virtuelle, c'est complètement un silo. Le jeu vidéo, il faut pousser les gens à télécharger une application. Enfin, c'est des démarches qui sont complètement différentes de nos logiques habituelles en termes de distribution. Et donc, par exemple, typiquement pour le jeu vidéo, si on veut avoir une chance d'être mis en avant sur les stores, il faut que ce soit payant.
alors qu'on est un service public. Donc ça pose beaucoup de questions puisqu'on n'a pas forcément envie de rendre payants nos contenus, mais on se rend compte que pour des questions de distribution, il faut parfois trouver des formes de semi-gratuit payant ou bien de potentiellement monétiser cet objet hors espace Union européenne, donc hors espace Arte. Donc pour ces questions-là, on a créé Arte Experience, qui est donc en fait notre label maintenant de distribution. Et c'est à travers donc, notamment Arte Experience, par exemple, qu'on monétise Sens, que vous avez donc sous les yeux, qui est une expérience en réalité virtuelle semi-payante. Le premier chapitre est gratuit et la suite est payante. Voilà. Donc c'est des questions aussi sur lesquelles on essuie complètement les plâtres. On commence à peine à vraiment cerner toutes les problématiques que ça soulève et on va voir sur le chemin ce qu'il en ressort.